Merci pour votre invitation. Puis merci à ceux qui restent. Je vois que Sébastien a embarqué tout le monde. Moi, je vous promets un discours sans régime, sans interdit, sans rien. Donc, vous avez bien fait de rester. On va parler effectivement de préservation de capital. C'est un peu à la mode actuellement. Et on va parler du capital osseux, voir comment il va se constituer, comment surtout on peut le préserver quand on a un rhumatisme inflammatoire. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec la communication que je fais aujourd'hui. Bien entendu, ce capital osseux, c'est ce qui va se détériorer pour aboutir à une maladie très fréquente qui s'appelle l'ostéoporose. Et cette maladie doit être clairement distinguée du vieillissement. C'est-à-dire qu'on perd tous des neurones, des cellules musculaires, des cellules rénales, des cellules osseuses. On perd des tissus avec l'âge. Mais l'ostéoporose est une maladie qui se distingue complètement de ce simple processus de vieillissement. Sa définition est sur la diapositive et je voudrais qu'on la relise ensemble parce qu'un certain nombre d'éléments très importants pour la pratique sont dans cette diapositive. La première chose, c'est que c'est une maladie générale du squelette. Le squelette, ce n'est pas un bout d'os accroché dans une salle d'anatomie pour étudiants en médecine, c'est un tissu extrêmement vivant qui se renouvelle en permanence pour subir les contraintes qu'on lui fait subir. Par exemple, en ce moment, vous êtes assis pendant des heures, le squelette est en train de se reposer, votre activité squelettique est assez faible, dès que vous allez recommencer à marcher, il va se remettre en route, etc. Donc c'est un tissu vivant qu'il faut bien prendre dans sa globalité. Et l'ostéoporose va atteindre l'ensemble de ce tissu, c'est pour ça qu'on parle de maladie générale. Les seuls os qui ne sont pas concernés par la maladie, c'est le crâne, le rachis cervical, les doigts, la main en général, et les orteils. La fracture du 5e orteil, parce qu'on s'est tapé dans le pied de la commode, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas une fracture ostéoporotique. Tous les autres os peuvent être concernés, donc ça veut dire qu'une côte, un bassin, un col du fémur bien entendu, peuvent être le signe d'une ostéoporose. Le deuxième élément important, c'est une maladie qui est caractérisée par une diminution de la résistance osseuse. On subit tous des traumatismes toute la journée. Ce qui n'est pas normal là, c'est de faire une fracture pour un traumatisme minime. Alors la caricature, c'est je me casse une vertèbre en éternuant, je me casse le bras en fermant le coffre de ma voiture. Voilà, c'est ça l'ostéoporose, c'est cette fragilité osseuse-là, pour toutes sortes de causes sur lesquelles on reviendra. Ce n'est pas je me suis cassé la jambe au ski parce que j'ai voulu suivre mon fils ou mon petit-fils sur une piste noire, je suis tombé d'un escabeau, j'espère que personne ne monte sur un escabeau, mais enfin on voit ça encore de temps en temps. Donc voilà, ça c'est des fractures traumatiques bien entendu qui n'ont rien à voir avec la fragilité osseuse. La fragilité osseuse va être responsable de fractures pour des traumatismes qui ne devraient pas provoquer de telles fractures. Et puis le troisième élément qui est un peu plus théorique, c'est de comprendre de quoi est faite cette résistance de chacun de nos os. Elle est faite d'un équilibre entre la quantité d'os, la quantité de tissu osseux, donc de son minéral, donc le calcium, il y a aussi du phosphore bien entendu, et puis ce qu'on appelle la qualité osseuse, qui est un concept compliqué, qui inclut à la fois l'architecture. Nos os sont plus ou moins gros, plus ou moins épais, plus ou moins bien connectés à l'intérieur, qui comporte aussi la minéralisation, c'est-à-dire le calcium se dépose plus ou moins bien sur l'os, c'est surtout la vitamine D qui va agir là, et puis d'autres, et puis qui dépend aussi de quelque chose de très important que j'ai déjà abordé, qui est le remodelage osseux. Notre squelette se détruit en permanence et se renouvelle en permanence. Et la plupart des maladies osseuses sont liées à un défaut de cet équilibre. Soit tout d'un coup, la quantité détruite dépasse les capacités de formation, soit les capacités de formation sont nulles et n'arrivent pas à compenser. Donc ça, c'est une notion de qualité osseuse, donc à la fois l'architecture, la minéralisation et le remodelage, qui sont assez difficiles à évaluer en clinique. Et je vous promets qu'aujourd'hui, on ne fait plus de biopsie osseuse, on ne fait plus de choses un petit peu compliquées, dans l'immense majorité des cas, et heureusement. En revanche, la notion de quantité osseuse est importante parce que ça, on sait le mesurer parfaitement. Non seulement on sait mesurer la quantité osseuse de manière non invasive, mais surtout on sait la faire varier. Donc c'est pour ça que ce paramètre, qui n'est qu'un des paramètres de la résistance osseuse, est tellement important dans la pratique clinique. Donc l'évolution de l'ostéoporose, vous l'avez sous les yeux tous les jours,
c'est quelque chose qui va entraîner une diminution progressive de la taille, un arrondissement du dos, ce qu'on appelle une syphose thoracique, et peu à peu, on voit apparaître ces gens voûtés de façon progressive, avec, comme vous le voyez, une projection en avant, la nécessité d'une canne, le risque de chute entraînant le risque de fracture, etc., etc. Je pense que vous avez tous en tête à peu près ce genre de complications possibles, même si je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas considérer que les vertèbres, mais bien l'ensemble des os du squelette. Donc cette fameuse masse osseuse, cette quantité d'os, elle va évoluer au cours de la vie selon une courbe qui est parfaitement connue maintenant. Il y a une phase de croissance qui permet d'acquérir le fameux capital osseux. Donc on arrive environ à 20 ans avec un capital osseux en fin de croissance qui est la quantité d'os maximale que l'on a dans la vie. Donc ça, tout se joue en fait avant 20 ans. Et ça se joue le plus souvent pour des raisons génétiques, c'est une grande injustice, mais ce pic de masse osseuse, il est essentiellement déterminé par les gènes à au moins 80%. Et donc on a des familles dont la densité osseuse est très élevée, des familles dont la densité osseuse est très basse. Ce n'est pas une maladie, c'est simplement que la constitution liée à leurs gènes dans telle famille fait que cette densité de départ va être très élevée ou très basse. Et bien entendu, n'importe quelle maladie grave, ou certains médicaments, ou certaines carences profondes vont agir chez l'enfant et l'adolescent en croissance sur cette acquisition ici. Et donc tout ce qui peut retentir sur cette acquisition de la masse osseuse doit être prévenu, doit être traité. Alors il y a des choses, bien sûr, les polyarthrites infantiles à qui on est obligé de donner des traitements lourds vont avoir ce type de complications, mais à l'extrême, on a parlé des régimes avec Sébastien Tchernikov, c'est vrai que certains régimes chez l'adolescent sont très effrayants. La consommation excessive de Coca-Cola a un impact très négatif sur la croissance osseuse. Les carences en calcium entre 8 et 12 ans vont avoir un impact très négatif sur cette acquisition du pic. Bref, il y a 2-3 choses comme ça sur lesquelles on va pouvoir agir. Il ne suffit pas de dire c'est déterminé génétiquement à 80%, donc on ne peut rien faire. Ben si, les 20% d'environnement qui restent, c'est justement là-dessus que l'on va pouvoir agir. Donc ça, c'est notre capital. Préservons-le. Après ce capital, normalement, il ne bouge plus jusqu'à la ménopause environ, et chez l'homme jusqu'à l'andropause, qui est un phénomène moins brutal et plus tardif, mais qui aboutit à un phénomène assez comparable en termes d'évolution de masse osseuse. Et donc à la ménopause, il va se produire une diminution de la densité osseuse, car le remodelage dont je vous ai parlé, l'équilibre construction-formation, est géré essentiellement par les hormones, essentiellement par les œstrogènes, chez l'homme comme chez la femme. Et donc, la diminution et l'arrêt de la sécrétion d'estrogènes va entraîner un déséquilibre en faveur de la résorption osseuse, et donc on va perdre de l'os. Tout le monde perd de l'os au moment de la ménopause, certaines très peu, d'autres beaucoup, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on pourra discuter si vous voulez. Et puis ensuite, cette densité osseuse va continuer à diminuer, et c'est là où il faut distinguer cette fameuse différence entre le vieillissement qui est normal, et il m'arrive très souvent en consultation de dire « bah oui, vous avez une densité basse, parce que c'est votre famille, parce que c'est l'âge, parce que etc. » et versus la maladie, vous avez une densité basse, mais vous êtes fragile, et un traitement s'impose. C'est une distinction qui est extrêmement difficile à faire, mais très importante, ce qui fait que parfois, nous sommes très rassurants chez des patientes qui arrivent en consultation avec des densités basses et qui sont dans l'effroi absolu de se casser. On leur dit « mais non du tout, vous n'avez aucun risque pour telle et telle raison ». D'autres, à l'inverse, doivent être prises en charge de manière extrêmement attentive. Alors, comment fait-on pour mesurer ? Eh bien, on a un outil que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle la densitométrie. Ça consiste à mesurer la densité osseuse. La règle est simple, vous émettez des rayons X à travers un corps, la quantité de rayons X absorbés par ce corps est directement le reflet de sa densité. Voilà. Donc si vous estimez qu'il y a surtout de l'os et des bas morceaux dans un corps, eh bien, avec 2 types de rayonnement, vous arrivez très facilement à mesurer la densité osseuse. J'insiste sur le mot rayonnement que j'ai utilisé à plusieurs reprises. Le rayonnement utilisé par la densitométrie est extrêmement faible. Il est de l'ordre de l'irradiation quotidienne naturelle. Donc chez des gens qui ont des maladies chroniques, qui ont eu beaucoup de radios, beaucoup de scanners, cette notion d'irradiation progressive est importante. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que cet examen, lui, ne doit pratiquement pas être comptabilisé dans la quantité totale de rayonnement ionisant que vous avez pu recevoir dans votre vie.
Donc cet examen se fait sans injection, sans prélèvement, sans préparation particulière, pas besoin d'être à jeun. Il ne faut simplement pas être comme sur la photo, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de vêtements sur le trajet des rayons X ici. Et donc il y a un balayage qui dure quelques minutes, et qui, donc encore une fois sans prélèvement, sans aucune douleur bien entendu, et vous obtenez ainsi l'image de la colonne vertébrale et l'image ici du fémur. Donc on reconnaît ici l'articulation de la hanche, le fémur et cette zone rétrécie qui s'appelle le col du fémur, mot dont je suis persuadé que vous avez déjà entendu. Et donc cette mesure ici sur les vertèbres ou sur le col du fémur va aboutir au positionnement de la valeur trouvée chez le patient par rapport à des courbes de référence, et on va utiliser ainsi des ABAC sur lesquels vous retrouvez la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là, on part de 20 ans, on ne s'intéresse qu'à la diminution, et on va considérer la densité du sujet par rapport à cette valeur de référence, qui est celle théorique de l'adulte jeune de 20 ans, puisque c'est l'âge auquel le squelette est le plus solide et où il n'y a pas de fracture. Et donc c'est cet écart à la normale, j'insiste, pas la normale pour l'âge, la normale pour 20 ans, qui va nous permettre de connaître la quantité d'os perdu et donc la fragilité osseuse. Alors, comment fait-on une fracture dans ces conditions? Eh bien, on a évidemment des problèmes de fragilité, c'est ce que je viens de décrire, un défaut de la qualité osseuse ou une insuffisance de la densité osseuse, mais on se casse rarement de façon spontanée. Il y a des situations particulières où ça peut arriver, mais le plus souvent, c'est parce qu'on est tombé. Et donc, je voudrais vraiment beaucoup insister, même dans un topo où on parle de métabolisme et de structure osseuse, sur le risque de chute, parce que ça, c'est votre travail et le nôtre largement partagé. Êtes-vous à risque de chute? Alors, il y a la caricature. Ce que je fais en consultation, c'est au moment de la consultation, avant de me lever pour examiner le patient ou la patiente, je leur dis une phrase bizarre, c'est « tendez les mains devant vous et levez-vous ». La patiente qui n'arrive pas à se relever de sa chaise, bras tendus, sans céder des accoudoirs, est à très grand risque de chute. Elle est extrêmement fragile. C'est un test tout bête que les gériatres nous ont appris. C'est extrêmement simple et c'est très prédictif du risque de chute. Ce risque de chute, il va dépendre des facteurs intrinsèques, donc bien sûr la fragilité, c'est ce que je viens d'évoquer. Je répète, si vous n'arrivez pas à vous relever d'une chaise sans l'aide des bras, faites de la gym, faites de la kiné, renforcez vos muscles. C'est le traitement le plus important que vous puissiez faire sur votre risque fracturaire. La deuxième chose, c'est un certain nombre de traitements et de comorbidités, et ce qui me permet d'introduire la diapo d'après sur la polyarthrite et la cortisone. Et puis, bien entendu, les facteurs extrinsèques. Comment est votre habitat? Comment est votre environnement? Est-ce qu'il y a de l'eau tout le temps dans la salle de bain? Est-ce que les tapis glissent? Est-ce que vous avez encore un téléphone avec des fils qui traînent? Est-ce que vous allumez la nuit quand vous allez aux toilettes? Est-ce qu'il y a des obstacles partout dans votre maison? Est-ce que vous cirez votre escalier? Arrêtez. Voilà, ce genre de choses est extrêmement évident. Il faut passer beaucoup de temps. En général, une consultation d'ostéoporose, on essaie de la faire en 2 temps. Il y a la partie d'abord diagnostique, puis il y a une deuxième partie, voire une deuxième consultation, où on évalue tout ça. Comment êtes-vous chaussé, comment, etc. Et puis parmi les médicaments, est-ce que vous prenez des médicaments pour dormir? Est-ce que vous prenez des médicaments qui font baisser la pression artérielle? Est-ce que vous prenez vous voyez, tous ces traitements qui peuvent agir sur le risque de chute, ça fait partie de la prise en charge, bien entendu, de l'ostéoporose. Le retentissement des fractures, vous les connaissez, je ne vais pas dresser ici un tableau trop noir. Les fractures vertébrales, ça fait mal, parfois très très mal, pendant 2 à 3 semaines, et ensuite les douleurs sont liées essentiellement à la déformation de la colonne vertébrale qui va entraîner des douleurs chroniques, et la fracture de l'extrémité supérieure du fémur est souvent une rupture de vie pour certains patients, parce que le patient n'arrive plus à retourner à domicile, il perd son indépendance et d'autres complications plus graves que vous connaissez. Alors pour ces fractures, je voudrais faire passer un certain nombre de messages qui sont l'effet dose et l'effet temps. L'effet dose, c'est que plus il y a de fractures, plus il y en aura. On constate très souvent, chez un grand nombre de sujets, que les fractures surviennent en rafale, que les fractures surviennent dans des temps assez courts, c'est pour ça qu'on parle parfois de risques immédiats. Et ces fractures vont entraîner des risques supplémentaires. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est si je fais des fractures vertébrales et que petit à petit j'arrondis mon dos, je risque d'être de plus en plus penché, d'avoir des troubles de l'équilibre, donc de tomber sur la hanche, donc d'avoir une fracture du col.
C'est pour ça qu'il y a un effet d'entraînement ainsi des fractures. Et puis il y a un effet de temps qui est représenté sur cette diapositive, qui est le suivi d'une population pendant de nombreuses années. Vous voyez, ce pic ici représente la fréquence, finalement, le risque de refaire une fracture. Et cette fréquence, ce risque, il est plus important dans les 2 à 3 ans qui suivent la survenue de l'événement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête parce que vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité thérapeutique. C'est-à-dire à quel moment faut-il donner un traitement pour être le plus efficace possible? Eh bien, dans les suites immédiates d'une fracture, c'est certainement un bon moment, car c'est dans ces suites immédiates que le risque est le plus élevé. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de la chirurgie. L'anesthésie, ce n'est pas toujours très bon pour les fonctions cognitives. Et puis la rééducation est un moment assez dangereux pour le risque de chute. Vous avez tous vu ces sujets avec le bras bandé, la canne, les 2 cannes anglaises qui ne savent pas très bien s'en servir, qui se prennent les pieds dans différentes choses. C'est bien sûr très important. Vous avez le fait qu'il y a une ostéoporose en dessous qui n'a pas encore été traitée, et puis les facteurs de risque essentiels, par exemple, les médicaments qui ont entraîné la chute ou qui ont été responsables de la première chute ne sont pas forcément arrêtés. Alors je ne dis pas que c'est facile d'arrêter un hypnotique, un somnifère ou un traitement antihypertenseur, mais on voit quand même couramment des ordonnances avec 10 médicaments. Il n'est pas certain que chez les sujets les plus âgés, les plus fragiles, l'obsession de maintenir une pression artérielle à des chiffres X ou de maintenir une glycémie à un chiffre Y soit si important en regard du risque de chute que ça peut représenter et du risque de fracture. Donc ça, c'est une balance. Encore une fois, comme disait Sébastien tout à l'heure, on ne peut pas généraliser, mais individu par individu, c'est très important. Je reprends l'exemple de ma patiente qui ne peut pas se relever d'une chaise sans l'aide des bras. Si cette patiente, elle a un traitement pour le Parkinson, 2 traitements pour l'hypertension et 3 traitements pour le diabète, je vais prendre mon téléphone et appeler les collègues en disant « Est-ce qu'on ne peut pas alléger ce traitement parce que l'objectif, c'est qu'elle tienne debout, qu'on la remuscle et qu'on la fasse marcher ». Alors, une fois qu'on est face à cette situation de fragilité osseuse possible, on va faire tout un bilan, et c'est là où je vais arriver sur mes rhumatismes inflammatoires, car certaines de ces maladies de fragilité osseuse sont secondaires à d'autres maladies, qu'il s'agit de maladies digestives, certaines maladies des glandes, par exemple l'excès d'activité de la glande thyroïde, l'excès d'activité des glandes surrénales vont provoquer des dégâts osseux, ou bien les aménorrhées prolongées, c'est-à-dire l'arrêt des règles pendant 1 an, 2 ans, parfois plus, pour toutes sortes de raisons, vont avoir un impact osseux très important sur certains individus. Et puis, certains traitements dont on a la liste vont être pris en considération dans le risque. Alors, je voudrais parler d'un des traitements qui n'est pas sur cette diapositive, mais l'idée m'est venue en entendant tout à l'heure les discussions. Vous savez tous peut-être que les IPP, les inhibiteurs de pompe à protons, sont associés à un risque osseux. C'est écrit partout. Si vous ne le savez pas, je n'aurais pas dû le dire, mais maintenant que je vous l'ai dit, je vais aller jusqu'au bout. Donc c'est écrit partout, c'est écrit dans le Vidal. Faites très attention à ça. Le reflux gastro-intestinal ou les complications des anti-inflammatoires sont redoutables. Et les IPP sont les meilleurs traitements possibles. Rien ne marche en dehors des IPP. Donc je vais reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. Si vous avez un reflux ou une gastrite avec un désagrément quotidien qui n'est soulagé que par les IPP, prenez les IPP sans réfléchir. Parce que le risque de laisser évoluer ce symptôme est beaucoup trop important. C'est vrai que les IPP peuvent agir sur une diminution de l'absorption du calcium, et donc à ce moment-là, c'est à nous de prendre ça en compte. Donc l'IPP, quelques jours, voire quelques semaines, ça n'a aucune importance. Beaucoup de patients en prennent pendant des années, donc arrivent à la consultation inquiets parce qu'ils ont lu « Attention à l'augmentation du risque d'ostéoporose ». Il faut faire, oui, oméprazole et tous les autres, c'est ça, c'est cette famille-là. Faites bien attention, gardez-les. Mais signalez bien à votre médecin que vous les prenez, parce que dans notre adaptation du régime en calcium, ça va être extrêmement important. Donc vous voyez, l'ostéoporose, il y a des maladies, les rhumatismes inflammatoires, et des traitements comme les corticoïdes qui peuvent avoir un effet particulier. Donc disons maintenant, entrons dans le vif du sujet maintenant, sur le risque osseux associé au rhumatisme inflammatoire. Il est très important. Et ce que je vous demande, c'est de regarder la date des publications que je sors ici. Alors là encore, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, là c'est des publications indiscutables, c'est des milliers de patients suivis de façon très très prolongée. Donc quand on compare des patients ayant des polyarthrites rhumatoïdes avec des patients contrôle et qu'on regarde sur plusieurs années le risque de faire une fracture, vous voyez qu'il y a une augmentation très importante de 2 ou 3, de faire une fracture du bassin, de faire une fracture de vertèbre.
Et de manière très intéressante, en 2006, donc l'étude a été faite en 2000, il y a 25 ans. À l'époque, il avait été observé qu'au cours de la polyarthrite qui détruit les poignets, il y a moins de risques de fracture du poignet que de fracture de hanche. Cherchez l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Mais il y a 25 ans, les polyarthrites n'étaient pas bien soignées comme aujourd'hui. Elles avaient des destructions des membres inférieurs, les genoux, les pieds en vrac, des douleurs pour marcher, un risque de chute important. Et le type de fracture dépend de la vitesse de marche. Si vous marchez vite, vous tombez devant, donc vous cassez le poignet. Si vous marchez lentement avec un handicap, vous tombez sur le côté, donc vous cassez le col du fémur. Et donc à une époque, d'il y a 25 ans, que les moins de 20 ans, etc., eh bien, les polyarthrites soignées, comme c'était le cas à l'époque, celle d'or, et voilà, peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent, avaient moins de fractures du poignet que de fractures de hanche. On avait regardé dans le service, toujours pareil, il y a plus de 10-15 ans, quand on compare 101 patientes à 303 sujets contrôle, donc strictement comparable pour tout, sauf pour la polyarthrite, vous voyez qu'il y a 5 fois plus d'ostéoporose, 5 fois plus de fractures, et de manière intéressante, le fait d'avoir fait une chute dans l'année, par exemple, au cours de la polyarthrite rhumatoïde, multipliait par quasiment 5 le risque d'avoir une fracture ostéoporotique. Dans la spondylarthrite, pareil. Spondylarthrite, étude publiée en 2008, donc ça veut dire faite vers les années 2005, il avait été montré une augmentation du risque de fracture de vertèbres, pas de fracture périphérique. Dans la spondylarthrite, que les vertèbres, alors que dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est quelque chose d'assez global qui a été montré. Seulement, tout a changé. Tout a changé et je vais remonter encore plus dans la préhistoire puisque je vais vous donner une étude très prestigieuse publiée dans le Lancet, mais du siècle dernier. 1994, première étude qui avait attiré l'attention de tout le monde, qui est un suivi prospectif de la situation osseuse de femmes débutant une polyarthrite rhumatoïde. Et les auteurs avaient démontré quelque chose de très particulier. Quand la CRP se normalisait, il n'y avait plus de perte osseuse. Quand la CRP restait augmentée sur plusieurs contrôles au cours du suivi de 2 ou 3 ans, la perte osseuse était importante. Et donc la conclusion de l'article était de dire, finalement, dans la polyarthrite rhumatoïde, la perte osseuse importante et le risque de fracture, il est probablement lié à la persistance de l'inflammation. Et on ne peut pas faire ce genre de topo sans mettre un peu de lymphocytes, vous vous en doutez bien. Il y a des tas d'arguments qui montrent que les précurseurs de cette... Regardez comme elle a une sale tête, celle-là. Ça, c'est l'ostéoclaste, c'est la cellule destructrice de l'os. Eh bien, cette cellule, elle est stimulée, elle et ses précurseurs, par des substances qui sont sécrétées par les lymphocytes de l'inflammation. Et il se développe depuis quelques années une science particulière qui me passionne, qui est l'ostéo-immunologie, qui sont les liens entre le système immunitaire et le système osseux et qui montrent des intrications permanentes. Quand vous avez des souris aplasiques, c'est-à-dire des souris sans lymphocytes, et que vous leur réintroduisez des lymphocytes, vous leur déclenchez une ostéoporose. Donc le fait d'avoir des lymphocytes activés et une inflammation chronique, c'est une cause massive d'avoir une ostéoporose. Ben, ça tombe bien, parce que depuis les études dont je vous ai parlé, il y a quelques traitements que vous connaissez bien, évidemment, les anti-TNF, les anti-cytokines, les anti-IL6, etc. Et on a pu montrer ainsi, par exemple ici, dans des spondylarthrites, que des spondylarthrites très actives, avec des CRP élevés, nécessitant un anti-TNF, on a pu montrer que la simple introduction de l'anti-TNF diminuait la dégradation osseuse de 50%, sans traitement pour l'os, uniquement le traitement anti-inflammatoire efficace. La conséquence, c'est que la densité osseuse réaugmente. Et de la même façon, dans la polyarthrite rhumatoïde, il a été montré avec plusieurs traitements que lors de l'administration de ces médicaments, il n'y avait pas de perte osseuse. Alors, pour reprendre la méthodologie qui a été évoquée dans le topo précédent, je dois vous dire que nous n'avons pas d'études contre placebo. Il n'y a pas d'études de, par exemple, anti-TNF versus placebo pendant 2 ans dans la polyarthrite rhumatoïde pour une raison éthique évidente. Si une patiente nécessite un anti-TNF, on ne va pas la mettre sous placebo pendant 2 ans. Ce n'est pas possible. Donc nous n'avons pas ces études contre placebo. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que du temps où nous n'avions pas de traitement efficace et que l'inflammation persistait, on observait une perte osseuse et une augmentation du risque de fracture, et qu'aujourd'hui, avec la modification actuelle des stratégies thérapeutiques, il n'y a plus cette perte osseuse importante.
Et ça va très loin, puisque lorsqu'on compare différentes stratégies thérapeutiques, avec un acharnement très particulier pour réduire l'inflammation, plus on s'acharne à réduire l'inflammation, quel que soit l'outil utilisé en termes de médicaments, moins on a de pertes osseuses. Donc, a priori, dans le domaine des rhumatismes inflammatoires, c'est vraiment le traitement de l'inflammation, par tous les outils dont on dispose, qui va permettre de réduire ce risque. Et le risque important que je vous ai signalé dans les diapositives d'études publiées il y a 25 ans doit être totalement revu aujourd'hui. Et nous avons par exemple montré que dans la spondylarthrite, on ne voit plus de fracture vertébrale. Dans la polyarthrite, il y a d'autres raisons sur lesquelles je vais revenir, mais globalement, ce risque-là, très important lié à l'inflammation, normalement est contrôlé aujourd'hui. Alors une fois qu'on a résolu ça, il faut bien reconnaître que les patientes souffrant de polyarthrite rhumatoïde sont plus souvent des femmes, plus souvent de la cinquantaine et au-delà, et donc on est dans un contexte où, une fois réglé le facteur de risque supplémentaire, il n'en reste pas moins qu'il y a en dessous une fragilité osseuse possible liée à l'âge, liée à la ménopause, liée à d'autres éléments. Et donc là, on va rentrer dans le traitement possible. Mon topo s'appelle prévenir et réparer le capital osseux. Je vous l'ai dit, on peut réparer aujourd'hui le capital osseux. Donc la première chose, c'est éviter de l'abîmer. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur les aliments, pas les aliments, mais je confirme totalement que la prise de calcium est indispensable pour optimiser le métabolisme osseux. Je n'ai pas dit que le calcium et le traitement de l'ostéoporose, ce serait une absurdité, c'est une contre-vérité. En revanche, on ne peut pas traiter correctement une maladie osseuse s'il existe une carence en calcium et ou en vitamine D, qui sont compensés par des mécanismes passant par l'appareil hormone, etc., qui font qu'il y a des conséquences osseuses. Donc ce sont des traitements adjuvants, mais très importants. Le calcium, essayez de le prendre par l'alimentation, ça vous évitera de prendre des comprimés. On a discuté tout à l'heure comment trouver du calcium, les produits laitiers, les eaux minérales, etc. La vitamine D, en revanche, impossible d'en avoir suffisamment par l'alimentation. Là, il faut prendre de la vitamine D. Et puis, s'il vous plaît, arrêtez de prendre les associations vitamine D, vitamine K, ça ne sert à rien. La vitamine K n'a aucun intérêt pour rien dans le domaine qui nous préoccupe ici. Prenez de la vitamine D en gouttes, ça coûte 2 centimes et c'est suffit largement, on n'a pas besoin de vitamine K. Bon. Les exercices, bien sûr que c'est important, il faut marcher. Ma spécialité, c'est le tissu musculo-squelettique, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc les muscles sont nécessaires à la traction osseuse et au maintien de l'activité du remodelage osseux. Thomas Pesquet, il a perdu beaucoup d'os. Raphaël Nadal, il a une densité osseuse totalement différente entre le bras gauche et le bras droit. Donc vous avez les deux extrêmes là qui vous permettent de dire que la contraction musculaire est essentielle au maintien de la trophicité osseuse, donc il faut marcher, et je reprends tout à fait la théorie des petits pas. Si vous n'arrivez pas à sortir, acheter un chien en faisant attention que ce soit qu'ils ne vous prennent pas, d'accord. Mettez l'application sur votre téléphone et faites un nombre de pas nécessaire, au moins 6000, si possible, au moins 8000 par jour. Faites des clubs de randonnée, faites tout ce que vous voulez. Rien n'est pire pour l'os que l'immobilité. Donc il faut bouger et c'est la base de ce traitement. En plus, ça, c'est votre boulot. C'est pas à nous de le faire, c'est à nous de vous encourager, de vous dire comment faire. Mais, pour reprendre une phrase célèbre, n'ayez pas peur. La prévention des chutes, on en a parlé tout à l'heure. Il vaut mieux un clou dans le tapis qu'un clou dans le fémur. Donc faites bien attention à votre environnement, faites attention à votre terrasse, les feuilles commencent à tomber, etc. Ça paraît toujours curieux. Quand j'ai des étudiants à ma consultation, ils sont toujours très surpris. Enfin, je sens qu'ils se disent à un moment, mais il est fatigué, là, c'est pas possible. Enfin, il se lève pour regarder comment elle est chaussée, il lui parle de ses talons, il lui parle de son chien, etc. Je considère que c'est le meilleur moment de la consultation, parce que c'est là où on est vraiment efficace sur le risque de chute. Et accessoirement, je suis persuadé qu'elle me fait confiance sur l'ordonnance que je vais faire après, si j'ai pu la mettre dans ce contexte et si j'ai pu lui expliquer que le reste est important. Donc ce sont des traitements adjuvants, mais qui font totalement partie de la nécessité de la prévention, de préservation de son capital osseux. Et puis après, il y a des traitements, des traitements dont je vous prie de croire qu'ils sont efficaces. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ont tous été démontrés contre placebo dans de très larges études, plusieurs milliers de patients suivis pendant de très nombreuses années. Et ces traitements réduisent le risque de fracture. Et ils sont donnés par votre médecin en fonction d'un certain nombre de critères. Le plus important, c'est avez-vous déjà fait une fracture? Ça, c'est le plus important de tous.
dans quelles circonstances, etc. Si c'est une fracture par fragilité, parce que vous n'auriez pas dû faire une fracture dans les conditions dans lesquelles elles sont survenues, alors on va être très enclin à donner un traitement. Et j'insiste sur le fait, ici, cette colonne ici du T-score est absolument pas suffisante pour décider d'un traitement. Ce n'est pas parce que vous avez une densité osseuse basse qu'on va vous donner un traitement, et il faut vraiment en discuter avec votre médecin. Et puis après, eh bien, il y a deux façons de réparer un os. Il y a la façon, je bloque la résorption, j'empêche toute dégradation. Comme j'empêche la dégradation, je ralentis le remodelage et je permets à l'os d'avoir le temps de se reminéraliser, de recapter du calcium. Et puis certains traitements qui sont capables de refaire fabriquer de l'os, peu importe les noms, peu importe, après vous voyez avec votre médecin. Ce sont les courbes que je voulais vous montrer et qui vous montrent que lorsque l'on compare ces traitements à des placebos, d'une part, et d'autre part, que l'on donne ces médicaments chez des patients tous supplémentés en calcium et en vitamine D, tous, eh bien il y a une différence. Donc le calcium, vitamine D, par exemple ici, vous voyez la fréquence de survenue de fracture au cours du suivi. Ça, c'est des patients qui ne reçoivent que du calcium et de la vitamine D. Ça, c'est les patients traités. De la même façon ici, seulement calcium, vitamine D. Ça, c'est les patients traités. Donc vous voyez, toutes les fractures ne sont pas éradiquées, malheureusement. On n'a pas encore le traitement miracle. Mais le risque est nettement diminué, quelle que soit la façon dont on traite. Ce sont les mêmes courbes que je voulais juste vous donner pour vous illustrer ce propos. Combien de temps allons-nous traiter? Ça va dépendre beaucoup de la gravité de la situation initiale. Mais aujourd'hui, je parle à des gens qui ont forcément entendu parler du DAS28, du traitement à la cible, du fait que l'on manie les traitements dans la polyarthrite en fonction de critères sur l'inflammation. On veut absolument que l'inflammation disparaisse complètement. Et tant qu'on n'a pas atteint ces critères chiffrés, on va modifier les traitements. Il en est de même dans l'ostéoporose. On va tenter de remonter la densité osseuse et de faire sortir le patient de la zone de densité basse qui est responsable du risque lors d'une chute inopinée. Donc en pratique, il faut bien retenir que l'ostéoporose dont on parle beaucoup concerne directement les rhumatismes inflammatoires parce que c'est une complication de l'inflammation chronique et le contrôle de l'inflammation est efficace sur la prévention de la perte osseuse et la prévention du déclenchement d'une ostéoporose. Donc quand vous prenez votre biothérapie, sachez que vous faites du bien pas seulement aux articulations, mais aussi à l'ensemble du tissu squelettique. Et puis une fois ce problème résolu, il reste néanmoins à se poser la question, compte tenu de votre sexe, de votre âge, de votre histoire familiale, d'une éventuelle ostéoporose sous-jacente, qui va pouvoir nécessiter éventuellement des traitements dédiés. Je vous remercie. Merci, professeur Roux. C'était vraiment très, très intéressant. Et puis, cette notion qu'en soignant son rhumatisme inflammatoire chronique, on soigne aussi son squelette. Exactement. Je pense que c'est vraiment à retenir. Ça nous donne une raison supplémentaire de bien prendre nos traitements. Avant de passer la parole à la salle, j'ai une question à vous poser par rapport vous parliez des fractures qui se produisent quand elles ne devraient pas se produire. Souvent, on entend parler de fractures de fatigue. Qu'est-ce que ça représente, ça? Alors, la fracture de fatigue, c'est la fatigue de l'os, c'est-à-dire que la contrainte qu'on lui fait subir dépasse ses capacités de réparation. Donc les fractures de fatigue surviennent très souvent chez des jeunes conscrits, si ça existe encore, ou chez des marathoniens. C'est-à-dire, alors les marathoniens, ils s'entraînent, mais parfois trop. Je vais prendre l'exemple du jeune conscrit, parce que c'est quelque chose qu'on a tous connu, en tout cas ma génération. Donc vous prenez le sédentaire type coca, télé, machin, et puis vous le mettez à faire 20 km de marche par jour brutalement. Eh bien, ses pieds, ses tibias ne supportent pas cette charge mécanique. Le remodelage dont j'ai parlé, c'est-à-dire destruction-formation, s'emballe, et puis finalement, la destruction dépasse, la formation n'a pas le temps de se faire, et ces gens-là font des fissures. Donc c'est une désadaptation du squelette à la charge mécanique qu'on lui fait subir. Alors j'ai donné l'exemple du conscrit, maintenant on peut donner aussi l'exemple d'une femme de 70 ans qui reçoit de la cortisone, pour lequel le squelette est fragilisé par l'inflammation qui n'a pas été contrôlée, par la cortisone qui blablabla, et à ce moment-là, pour des contraintes beaucoup plus faibles, le même phénomène va se produire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être la conséquence d'un marathon, ça va être la conséquence de la randonnée de 5 km faite avec ses petits-enfants le dimanche après-midi, et ces fissures témoignent de l'insuffisance
de la capacité de réparation du squelette. C'est un signe de fragilité osseuse. Dans ce cas-là, il faut faire le bilan, faire la densitométrie, chercher la cause et chercher une ostéoporose, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de certains traitements, mais vous n'avez pas parlé de méthotrexate. Ah. Et moi, ça fait 40 ans que je suis suivie par du méthotrexate, cortisone, que ça fait 2 ans que je suis arrivée à m'enlever le cortencil. Et je voulais savoir si les os... Alors, l'objectif numéro 1, c'est arrêter la cortisone, parce que c'est certainement le plus toxique. Objectif numéro 2, je vais temporer ce que je viens de dire, il faut que l'inflammation soit à 0. Il faut aucune inflammation, CRP normal, pas de synovite, pour protéger les articulations, ça vous le savez, mais aussi pour protéger l'os. Donc je vais dire quelque chose d'un peu grossier, mais si on a besoin d'un tout petit peu de cortisone, 3-4 mg, pour maintenir ce contrôle de l'inflammation, je préfère. C'est-à-dire qu'à cette dose-là, l'inflammation, c'est pire qu'une faible dose de cortisone pour l'os. En revanche, 10 mg, 15 et au-delà, jamais de la vie. Ça, c'est que la polyarthrite ne va pas bien du tout. Il ne faut jamais rester avec des doses aussi élevées. Quant au point du méthotrexate, il existe une complication rarissime, mais vraiment rarissime, qui est une ostéopathie, une complication osseuse du méthotrexate. C'est extrêmement rare. Il y a moins de 100 cas rapportés dans la littérature. Ça existe et ça, votre médecin le dépistera très facilement. Mais vraiment, le message, c'est l'inflammation est l'ennemi, donc il faut utiliser tout ce dont on a à notre portée pour la contrôler. Merci. Il y avait une autre question. Oui, bonjour. Pourriez-vous m'expliquer ce qu'on appelle le risque de fracture rebond après un traitement qui est censé avoir fait repousser l'os? Voilà. C'est une très bonne question. Vous entrez là sur quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'aborder, qui est la gestion de l'arrêt des traitements. Les traitements les plus utilisés en ostéoporose sont les bisphosphonates. Vous avez sans doute entendu parler Fosamax, Actonel, Aclasta, voilà. Bon. Ce sont des médicaments chimiques qui s'imprègnent dans l'os et qui ont un effet très prolongé, qui fait que lorsqu'on arrête l'administration de ce traitement, leur effet se prolonge. Ce qui en fait un gros avantage, puisqu'on peut traiter par exemple 3 ans en pensant qu'on va protéger pendant 5 ou 6 ans. Bon. Il y a 2 autres traitements avec lesquels on ne peut pas jouer de cette façon. C'est le traitement ostéoformateur, qui est le tériparatide qui se fait, pour ceux qui en ont déjà eu peut-être, en injection sous-cutanée quotidienne pendant 18 mois. Ce traitement va augmenter la densité osseuse dans des proportions importantes. Et quand on l'arrête, si on ne fait rien, la quantité gagnée diminue progressivement. Et ce que vous avez gagné en 18 mois est perdu le plus souvent en 2-3 ans. Donc ça veut dire qu'il faut prendre un relais. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Je voudrais faire passer un message plus précis sur le dernier médicament, qui est le denosumab, qui est une injection sous-cutanée tous les 6 mois. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce médicament n'est pas du tout un médicament chimique, c'est un anticorps contre une des molécules qui gèrent les ostéoclastes, extrêmement efficace. Mais c'est un interrupteur. C'est-à-dire que quand vous le mettez en route, la résorption osseuse s'arrête totalement. C'est pour ça que ce médicament est aussi efficace, c'est le plus efficace. Mais quand vous cessez son administration, elle repart, et elle repart avec un effet rebond. C'est-à-dire qu'elle repart plus violemment que ce qu'elle était au départ. Et donc la gestion de l'arrêt de ce denosumab est quelque chose qui est parfaitement standardisé aujourd'hui, mais je fais passer le message chez celles ou ceux qui reçoivent ce traitement aujourd'hui, ne décalez jamais les injections et n'arrêtez jamais ce traitement sans en parler à votre rhumatologue. Si votre concierge, votre cousin, votre copain vous dit « Oh là là, c'est votre pharmacien, je l'ai entendu dans une pharmacie. Oh là là, ce médicament, vous êtes sûr, etc. » De vérifier avec le médecin prescripteur, ne l'arrêtez jamais. Tant que vous êtes sous traitement, vous êtes parfaitement protégé, vous ne risquez rien. Mais par contre, faites attention à l'arrêt, il doit être codifié et réglementé. C'est ça, c'est celui-là, oui. Une autre question? Attendez le micro. Est-ce qu'il y a des risques sur une pose de prothèse de genou? Vous voulez dire, est-ce qu'il est possible de poser des prothèses quand on a une ostéoporose? Tout à fait. La réponse est oui, sans aucun problème. La réparation de l'os ostéoporotique est normale, donc après pose de prothèse, tout va bien.
Je crois du point de qu'il vue y avait osseux. Pardon. Je crois qu'il y a une Pardon. autre question là-bas. Oui. Allô? Oui, on vous entend, madame. Oui, et au niveau de l'arthrose, moi j'ai pas mal d'arthrose partout, hein, et je suis allée voir un rhumato qui m'a dit que l'arthrose n'était pas une dégénérescence du cartilage, mais de la reconstruction. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas compétent, je ne parle que de maladies osseuses. Non, non. Là, vous abordez un sujet qui... J'en profite pour dire que ça n'a rien à voir. La maladie articulaire arthrosique, c'est une maladie de l'articulation, alors ça dépasse largement le cartilage. Hein. L'arthrose, c'est une maladie qui concerne le cartilage, le tissu osseux, ce qu'on appelle sous-chondral, autour du cartilage lui-même, les ligaments, la synoviale, les muscles autour. Enfin, c'est une maladie complexe de l'articulation qui n'a rien à voir avec l'ostéoporose, pour lesquels il y a certains traitements, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ça, qui nous sort complètement du sujet de l'ostéoporose, hein, qui est une maladie strictement osseuse. Oui. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je me suis cassé le col du fémur en 2020. Je vous vois pas, mais je vous écoute. Et je ne savais pas que j'avais l'ostéoporose. Je l'ai su à la suite de la chute. Et le chirurgien orthopédiste m'a posé 2 vis. Et il m'a dit par la suite, à la première consultation après, il m'a dit si vous êtes gêné ou si vous avez mal, je vous reposerai une prothèse. Alors voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? La pose de prothèse... Mais j'ai eu 2 vis au départ. Voilà, clou plaque, clou gamma ou prothèse, ça c'est un problème de forme de fracture. C'est une discussion chirurgicale au moment de l'intervention. En tout cas, la réparation osseuse autour est normale. Et si vous avez eu une fracture du col du fémur qui nécessite après de la part de son évolution la pose d'une prothèse, il n'y a pas de problème pour le faire, évidemment. En revanche, si vous avez une fracture du col du fémur sans traumatisme important, il faut faire le bilan d'ostéoporose dont on a parlé. Oui, mais comment se fait-il qu'il a fallu cet incident pour que je sache que j'avais une ostéoporose? Comment voulez-vous savoir que vous avez une ostéoporose? C'est une situation parfaitement silencieuse. Oui. Il n'y a aucun symptôme lié à la perte osseuse dont j'ai parlé. Donc il n'y a que 2 façons de savoir si on a une ostéoporose. La première façon, c'est malheureusement de faire une fracture, c'est la fracture inaugurale. La maladie est diagnostiquée au moment de sa complication, qui est la fracture. La deuxième façon, c'est de faire des mesures de densité osseuse, mais personnellement, je ne suis pas en faveur d'une mesure systématique de densité osseuse chez tout le monde, parce que la rentabilité de cet examen est extrêmement faible. On ferait certainement des centaines de densitométries pour dépister quelques patients, donc je ne suis pas sûr de la rentabilité. Je sais que je vous choque en disant ça, mais en termes de santé publique, je ne suis pas sûr que ce soit utile. Il faudrait cibler cette densitométrie, premièrement chez les sujets à risque. Donc les gens qui ont un rhumatisme inflammatoire sont à risque et doivent avoir une mesure de la densité osseuse, et puis chez les sujets les plus âgés, les plus fragiles. Merci. Merci beaucoup pour la question à laquelle vous venez de répondre, qui nous concerne particulièrement. Est-ce qu'il y aurait une fréquence à préconiser, par exemple, d'ostéodensitométrie pour quand on est atteint d'un rhumatisme inflammatoire chronique qui ne serait pas parfaitement contrôlé? Non, c'est la première mesure qui compte. Et la première mesure permet beaucoup de prédire. Sauf évolution très défavorable du rhumatisme, avec beaucoup d'inflammation incontrôlable, des doses importantes de cortisone, il n'y a pas vraiment d'indication à refaire cette mesure. La première mesure, bien faite, bien interprétée, suffit à prédire sur plusieurs années. Et après, en fonction du résultat, on préconisera la fréquence. Et le suivi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, professeur Roux. C'était vraiment très, très important